femmes, dès qu'elles deviennent maman, elles s'enferment dans ce rôle de maman parce que c'est bon, j'ai pas le temps de sortir, voilà. Mm. C'est pas qu'on veut plus sortir, mais sans se rendre compte, on se retrouve en mode je sors plus, j'ai plus d'amis, je vois plus d'amis. En tout cas, je les appelle pas souvent, ou Mm. peut-être que je les appelle, mais je sors pas. Comment ça se fait que toi, tu as réussi à garder du lien, avoir du monde? Coucou, moi c'est Leïla. Moi, c'est Linda. Vous êtes en train d'écouter le podcast Mères croisées. Ce podcast est né de ma rencontre avec Linda et avec beaucoup d'autres mamans d'ici et d'ailleurs. Des femmes venues d'horizons différents, avec leur culture d'origine, leurs histoires, leurs valeurs, leurs rêves et parfois même leurs blessures. Avec Leïla, nous sommes aussi deux mamans d'ici et d'ailleurs. Et nous avions envie de partager en toute sincérité nos histoires, qui résonnent avec les vôtres. Parce qu'on sait ce que signifie élever ses enfants loin de ses racines. Ici, nous faisons écho à la voix de ces mamans qui se croisent, se reconnaissent et se comprennent. Même si elles viennent de mondes différents, ces femmes partagent les mêmes défis. Les joies de la maternité, les doutes. Elles aspirent à s'enraciner ici, même si elles viennent d'ailleurs. On parlera de transmission, des réalités du quotidien et on s'interrogera sur la parentalité entre deux cultures. Sur ce qui crée des ponts entre ici et là-bas, entre héritage et nouveau départ. Ce podcast est pour celles qui se reconnaissent dans la complexité, la richesse et la beauté d'être parents d'ici et d'ailleurs. Avant de commencer, nous avons envie de vous dire Vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. parce que oui, même à des milliers de kilomètres, nous sommes nombreuses à se poser les mêmes questions. Alors, sans plus attendre, on démarre. Bonjour Linda. Bonjour Leïla, de Bonjour les retour. mères. Oui, bonjour les mères croisées. J'espère que vous êtes nombreuses. Ah oui, c'est sûr. Moi, je suis certaine que les gens qui nous écoutent, les femmes et les hommes qui nous écoutent, sont nombreux parce que les retours sont excellents et les remarques sont pertinentes et donc ça nous aide à enrichir le podcast. Donc, merci beaucoup pour vos retours. Et donc, on commence aujourd'hui Mhm. avec un sujet qui nous a été demandé et on va dire que c'est une préoccupation parentale des mamans d'ici et d'ailleurs. Des mamans qui viennent d'ailleurs et qui élèvent leurs enfants dans une terre, dans une nouvelle patrie et qui ont toujours cette préoccupation je suis seule, est-ce que je vais pouvoir bien faire et transmettre tout ce que j'ai envie de transmettre et le transmettre bien? Donc souvent, ces parents ont l'impression d'être seuls. Ils disent souvent, lorsqu'ils nous écrivent ou lorsqu'ils nous parlent, ils nous disent, j'élève mon enfant sans famille autour. Donc, j'ai l'impression que voilà que je dois prendre toute la responsabilité. Donc il y a cette anxiété. C'est comment je fais? Je suis en train de tout porter toute seule. Il n'y a pas d'ancrage. J'ai peur de manquer quelque chose, manquer ce rôle de transmission, manquer de transmettre quelque chose d'important. N'est-ce pas, Et Linda? puis, oui, c'est Mm. ça. Mais puis, la dernière fois, enfin, à l'épisode précédent, on avait parlé de donner naissance, d'accouchement, de ce qu'on pouvait ressentir, de ce qu'on a ressenti, Mm. de la solitude. Et puis, finalement, il y a quand même une suite. La naissance, finalement, c'est pas une finalité, hein. On a dit, c'est une nouvelle page. Donc, quand il y a la naissance d'un enfant, la venue d'un enfant, on commence à faire grandir cet enfant, à l'élever, en tout cas, à l'aider à grandir. Et puis, il y a quand même toute une réalité de fatigue, de rôle de maman qui est nouveau ou pas, hein, parce que ce soit nouveau parce que c'est un premier enfant, ou alors un deuxième, troisième, bah, ça reste toujours avec des défis nouveaux. Et c'est pas évident, on se sent seul. On se dit souvent, je pense, moi en tout cas, je me dis, si j'avais ma famille autour, ce serait plus simple, ce serait plus facile, parce que là, quand tu es toute seule, et tu parlais de ressenti. Mais finalement, c'est un ressenti où limite on est convaincu, tu vois, on est seul, je suis seule, et tu n'as pas de répit. Moi, je me dis, même pas 20 minutes de répit, rien, zéro. Quand ils commencent à grandir, limite ça va encore, parce que tu vois que tu peux souffler, tu peux les laisser jouer tout seul, etc. Mais quand ils sont tout petits et que tu dois les surveiller tout le temps, avoir tout le temps les yeux rivés sur les enfants parce qu'il faut les surveiller, qu'ils sont tout petits,
enfin, faut le dire, hein, on est épuisé, quoi. Oui, mais moi, c'est ce que j'entends dans ton Mm. témoignage, Linda, ou dans ton discours, c'est c'est ce besoin de sécurité, parce que euh, le sentiment de solitude ou cette préoccupation, euh, justement, tu as dit, je surveille mon enfant, j'ai envie qu'il soit en sécurité, parce que tu as l'impression que c'est ton rôle, voilà, c'est ton rôle de deviner ce dont ton enfant a besoin. Et ça, c'est tout à fait humain. Et c'est intéressant que tu évoques cette question de besoin de sécurité parce que c'est limite le premier besoin aussi bien de l'adulte que de l'enfant. Le besoin de se sentir en sécurité. Enfin, bien sûr, il y a les besoins enfin, physiologiques qui sont, voilà, la nourriture, avoir un abri, machin. Mais, mais par la suite, ce qui vient tout de suite après, c'est le besoin de sécurité, de stabilité. Et ça, tous les parents ont envie d'avoir ça pour leurs enfants. Donc, mais ce qui est aussi intéressant à voir, c'est prendre en compte aussi le besoin du parent. Parce que là, qu'est-ce que je peux faire pour mon enfant? Qu'est-ce qui me motive? Mais quelquefois, c'est mon propre besoin de sécurité ou mon manque de sentiment de sécurité qui fait que je projette cela sur mon enfant et que ça crée une anxiété généralisée. Bah dis donc, ah, je m'attendais pas à ce que tu dises autant, à ce que tu devines autant. Moi, je parle de moi personnellement, et forcément, ça a touché d'autres mamans, d'autres parents. C'est vrai que je pense que j'ai été spécialement anxieuse du fait bah, que mon enfant soit en sécurité. C'était mon rôle que mon fils, tu vois, parce que c'était le premier, après c'est ma fille aussi. Mhm, Mais forcément, je pense que c'est toujours un peu plus euh, à part, enfin, on ressent encore plus quand c'est pour le premier. Ce truc de, il doit être en sécurité et je dois le mettre en sécurité et il peut lui arriver quelque chose et je dois tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps le surveiller. Mais vraiment, genre, je pouvais, bah, vraiment, je faisais rien. mhm. Je devais les voir ce qu'il faisait. Ouais, Et c'était, je pense, pour moi, pour le coup, mhm, assez anxiogène. Je le voyais pas comme de l'anxiété, même s'il y a eu des fois où maman, par exemple, quand je suis partie chez maman, elle me dit, bah, t'exagères. mhm, C'était au point où tu sais, à un moment donné, à la diversification, on commence à donner des petits bouts et tout. Et moi, je pouvais pas lui donner de morceaux à mon fils. Je ne mhm, pouvais pas. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose, qu'il s'étouffe. Je me dis, il sait pas mâcher. Parce que tu sais, même s'il n'y a pas des dents, qui commencent à avoir des dents, mhm, normalement, il sait mastiquer, tu vois, le pain. mhm, Je me rappelle, maman, elle me dit, tu exagères, vas-y, donne-lui un bout de pain. Et je te jure, en plus, c'est mhm, arrivé. Mon fils, il s'étouffait, tu vois. mhm. Et on a flippé. Bon, on a réussi à l'enlever. Et elle m'a regardée en mode, bah, finalement, tu avais raison, tu vois. Mais je pense que tout ça, c'est parce que, j'étais anxieuse. Je pense que forcément, il y avait de l'exagération de ma part, parce que je ne laissais pas, on va dire, grandir selon l'évolution qu'il devait avoir. Et je suppose que pour Mhm. mon fils, bah, il devait sentir cette anxiété, tu vois. Oui, c'est marrant ce que tu viens de dire que toi tu craignais qu'il s'étouffait et tout de suite ben, au premier essai il s'est étouffé et j'ai envie de te dire que les enfants ils adorent donner raison à leurs parents. Donc c'est dès qu'il y a Mm. quelque chose comme ça qui te préoccupe ou en fait on a vraiment l'impression dans la pratique on réalise que que les enfants agissent en fonction des attentes de leurs parents. Et ça, donc, bon, c'est une question de confiance, se faire confiance pour pouvoir faire confiance à l'enfant. Mais en général, on a toujours un retour de ce qu'on attend des enfants parce qu'il y a cette coordination, on avait dit, cet accordage entre parents et enfants que finalement, si tu fais confiance à ton enfant, si tu te fais confiance, si tu te fais confiance à l'environnement, c'est encore une fois, là, ce sont des choses qui se transmettent intentionnellement et c'est ce qui se transmet inconsciemment. Donc, dans ce cas-là, par exemple, en parlant de besoin de sécurité, du parent et de l'enfant. Et ce qui vient tout de suite après le besoin de sécurité, c'est le besoin d'appartenance. Le besoin Mhm. d'appartenance, ça veut dire que j'appartiens à un lieu, à un environnement. Et donc, dans les deux, on transmet soit la sécurité, soit le sentiment de danger. Est-ce que c'est notre vision? Comment on
comment on ressent l'environnement. Donc, Mhm. et ce qui se transmet indirectement ou inconsciemment, c'est c'est justement soit la sécurité, soit l'insécurité. C'est-à-dire, si je me sens pas très bien, le message que je transmets, c'est fais attention, là où tu vis, ou les gens avec qui tu vis, ou ton environnement n'est pas C'est dangereux. sécurisé, c'est Mm. dangereux, il faut faire Mm. attention, il faut rester tout le temps en alerte, en sachant que les parents, ils veulent bien faire. Nous Ah avons oui, des forcément, parents, oui. voilà, Ça. nous avons des parents qui sont tout le temps en alerte parce qu'ils veulent protéger l'enfant. Mais Et, ils ne savent pas que ce qu'ils transmettent, c'est l'alerte. Le message induit dans cette hypervigilance, c'est c'est l'insécurité qui règne. Tu vois? non, mais c'est ça. Et je me dis, si j'étais entourée de ma famille, voilà, Mhm. je pense que déjà plutôt la famille, elle me dirait, mais si tu peux, vas-y. Même si hein, il y a une partie de la famille que je vois un peu plus souvent que mes parents, parce qu'ils sont quand même en France. Et j'ai toujours été hyper réticente, même si je savais qu'ils avaient raison, que c'était l'âge pour lui donner des petits morceaux, des choses comme ça, mais j'avais tellement peur qu'il lui arrive quelque chose. Oui, C'est fou, hein? mais Mais, ouais. mais c'est parce qu'on on ne n'est pas maman, c'est enfin, c'est pas... Mhm. Il y a rien d'évident finalement. Oui, Enfin, oui. c'est pas évident. Je sais pas comment l'exprimer. Oui, on l'apprend au Voilà. fil des jours d'être parent, on Mm. l'apprend avec les enfants. Et oui, l'impact de l'environnement est quand même important. L'impact des gens avec qui tu vis, l'impact des expériences que tu vois. C'est pour ça, moi, j'insiste sur, il faut sortir de l'isolement, aller voir d'autres mamans, parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on croit qu'on est les seuls à être affrontés, à Mhm. affronter cette situation, à être confrontés à ça. Et donc, le fait que des mamans puissent avoir des lieux de rencontre, des relais famille, on retrouve ça dans les villes. Il faut aller à la PMI, il faut aller dans les ateliers, il faut aller dans les relais famille, parce que même si on n'est pas du genre à parler, parce que souvent les mamans, elles disent non, moi j'aime pas partager ma vie, machin. Ok, mais dans tous les cas, on apprend de l'expérience des autres. Et justement, cette histoire de diversification alimentaire. Bon, bien sûr, il y a le pédiatre Mhm. qui recommande, puis toutes les lectures et tout, mais enfin, moi, dans mon cas personnel, j'ai fait, La DME là, t'as fait ça? T'as non, fait quoi, non, vas-y? non, non, Oui. j'allais dire, j'ai fait connaissance, enfin, j'ai Mhm. connu quelques aliments auxquels j'aurais pas pensé parce que moi, mon bébé, il était allaité, par exemple, et je voyais d'autres bébés, là pour le coup un peu plus grands que lui, de quelques mois, mais qui prenaient le sort de biscuits, les boudins, tu vois, Les pour bébé, boudoirs. les boudoirs, voilà. C'est que je crois que ça Les, s'appelle ça comme voilà, ça, oui. là, en tout cas, Truc qu'on c'est utilise pour le tiramisu, là, presque. voilà, donc je Ouais. voyais des mamans donner Mhm. ce bout de biscuit à leurs enfants. Et puis, il y avait aussi de sortes de pâtes de fruits sans sucre. Ah, ça, je connais pas. Et Mhm. donc ça aussi, je l'ai découvert. J'ai vu des mamans donner, alors que c'est quelque chose, enfin, moi, ma Mhm. première expérience de maternité s'est passée en Allemagne, je connaissais pas les produits. Tu vois, donc je découvrais dans ces ateliers maman-bébé certains produits. Donc je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une pâte de fruits ou pâte de légumes que l'enfant peut Mhm. prendre dans la main. Et comme c'est compact, il ne fait que la sucer en fin de compte, parce que les Mhm. morceaux ne se coupent pas. Donc, et puis apprendre, se renseigner. Quand on a peur, en général, ce qui fait peur, c'est l'ignorance. Donc, comprendre le mécanisme de mastication, ce que tu as Mhm. dit était très juste, hein. C'est pas parce que l'enfant n'a pas encore les dents et il ne mastique pas, il est capable de mastiquer à partir de 6 mois. Et puis comprendre aussi les messages, hein. On dit que de toute façon, cet enfant, il faut faire confiance à la nature. C'est pas par hasard qu'il Oui, a des dents qui sortent. Les tu dents sais, qui oui. sortent, c'est un message qu'il faut passer à autre chose. Oui, puis tu sais, il y a ce truc, je sais plus quand je l'ai entendu, Mm. et je te vais te dire, tu vois que c'est complètement vrai, mais les mixeurs là.
Ça n'existe Mhm. pas depuis toujours, là, quand tu mixes Ouais. la Mhm. soupe et je sais pas quoi, ça n'existe pas depuis toujours. Donc, les bébés, ils Ouais. mangeaient pas une soupe ou une purée toute Oui. lisse. Mhm. Donc, c'est quand même, l'humanité existe Mhm. et que c'est possible autrement. Et puis, quand je t'ai parlé de DME, je crois que c'était cet acronyme-là, hein. Euh, si je me rappelle bien, c'est une méthode où les parents ne suivent pas la diversification, enfin la méthode où on mange d'abord purée, après on Mhm. écrase, après petits morceaux et tout. C'est vraiment, en fait, ils donnent directement, mais vraiment Mhm. depuis tout petit, depuis le départ, je veux dire depuis le départ où on passe du lait à la nourriture, hein, Ouais. des morceaux Mhm. de légumes d'abord et puis de fruits, en Ouais. fait, de la taille du poing de l'enfant. Et l'enfant, il se débrouille, en fait. Il sait faire. Mais Donc, il y en ouais, a ce qui qui est font ça. intéressant, Et moi, j'étais ouais, en mode, ah, je ouais, pourrais jamais faire ça. Mais c'est très intéressant de voir qu'il ouais, y a des mamans, il y a cette méthode aussi qui oui. existe, en fait. Mm, C'est bien ce que tu viens de dire, mm, c'est vraiment pertinent parce que tu as dit, l'enfant prend avec la main mhm, le morceau de, on va dire le quart d'une pomme ou le morceau de pain. Ça veut dire qu'il a grandi suffisamment pour être capable de tenir avec le poignet. Tu vois, c'est là où je dis à chaque fois, il faut vraiment faire confiance à la biologie. mm, L'enfant qui commence à se déplacer, qui est capable de tenir, de refermer comme ça le poignet pour tenir et surtout faire ce geste de prendre avec la main et de coordonner les yeux et la main pour ramener jusqu'à sa bouche, c'est-à-dire qu'il a compris, ça y est, il a grandi cet enfant. Ce n'est pas celui qui tétait, qui ne savait même pas d'où lui tomber ce mhm. lait directement dans la bouche. Donc, il faut vraiment observer ses propres enfants et voir comment ils grandissent et ce qu'ils apprennent comme compétences. Mhm. C'est excellent, un enfant qui a cette capacité de tenir et de ramener jusqu'à sa bouche. Il est vraiment dans un stade très évolué. Oui. Je dirais, il a fait du chemin. Et tu vois, le truc, c'est que on coupe pas en vraiment, il faut que ce soit de la taille du poing de l'enfant. Mhm. Pourquoi? Parce que justement, si c'est petit, bah, il sait pas encore, il peut avaler de travers. Alors que Mais il peut là, cracher aussi. Il peut voilà, cracher mais aussi. du coup, oui, Mhm. tu vois, oui, mais Tu moi je vois? pars direct. Non, mais ce que je veux dire, du fait de donner des gros morceaux, c'est lui Mhm. justement qui gère. Il sait C'est gérer, il va ça. prendre juste, on va dire, ce dont il a besoin. Bon, Mhm. on Ouais. va pas parler dans le détail, mais c'est pour dire qu'il y a plein de méthodes. Déjà, comme tu as dit, dans les lectures, dans les Mhm. forums, il y a plein de vidéos YouTube, Mhm. des vidéos Instagram, il y a plein de choses à apprendre. Mais moi, je voulais revenir dans cette histoire quand tu me dis élever l'enfant loin de ses parents, enfin de sa famille. Mhm. Euh, Toi, quand je te dis ça, bah, je te repose un peu la même question que finalement la Mhm. dernière fois, une des dernières fois. Mhm. Euh, Est-ce que ça te rappelle un souvenir particulier? Ou un des Euh, souvenirs, voilà, où tu disais, je les élève loin de ma famille. Ou tu mhm. vois, ou si c'était avec ma famille, ce serait autour de moi, ce serait pas comme ça. Ou voilà, je sais pas. Vas-y. Euh, Selon mon expérience personnelle, je ne me suis jamais sentie vraiment coupée entièrement. Enfin, ce sentiment, sincèrement, je le connais pas, ce Mhm, sentiment d'être coupée de sa famille. Là où je suis allée, dans chaque pays où j'ai vécu, j'ai été entourée enfin, à chaque fois j'étais entourée d'amis, de connaissances, maghrébines ou pas. J'ai découvert, on en a parlé peut-être dans un épisode, le fait de partir à l'étranger, fonder sa famille ou travailler ou vivre, te fait découvrir des dimensions de toi que tu ignorais et qui mhm, étaient considérées comme acquises. La dimension, notre part africaine, notre part musulmane. Enfin, c'était vraiment très intéressant, hein. Parce que j'ai eu des amis de toutes, toutes nationalités confuses. Je t'ai parlé de mon amie indienne qui était musulmane, qui me posait des questions. Pour elle, le fait que elle était musulmane pratiquante et le fait que je parlais, que je pouvais lire l'arabe, pour elle, c'était une chance extraordinaire. Elle m'a dit, mais toi, tu arrives à lire le Coran en arabe. mhm, Donc, pour elle, le fait que, voilà, que je parle arabe, c'est extraordinaire. Pour une autre, enfin, je me suis
bien amusée avec les Iraniennes. J'avais des amies iraniennes dans mon cours de langue et je les aimais. Enfin, j'avais deux copines allemandes, iranienne. Il y en a une qui était sunnite et une qui était chiite. Et donc, elle voulait savoir comment ça fonctionnait. Enfin, parce qu'en Iran, il fallait choisir. Sauf que moi, j'avais pas cette culture. Tu vois, dans Mhm. le Maghreb, on n'a pas cette polarité forcément. Donc, elles essayaient chacune de son côté de trouver un lien, une appartenance, quelque chose qui nous lie. Et moi, ça m'amusait parce que on n'avait pas les mêmes repères. Je disais, par exemple, moi, ma tante, enfin, le mari de ma tante s'appelle Omar et son fils s'appelle Ali. Tu vois, donc c'est quelque chose qu'on ne trouverait pas, des petits détails comme ça. Je ne sais pas comment. Et puis, bon, enfin, il y en a une qui me disait, mais finalement, tu n'es pas noir de peau si tu me dis que le Maroc se trouve en Afrique. Tu vois, donc c'est des choses extraordinaires, hein. Mhm. Donc, euh, je ne Toi, tu te sais sentais pas, pas seule, tu très n'avais pas ce très sentiment de tôt, solitude. voilà, je pense que oui, je crois à l'universalité des histoires humaines, quoi. Mais du coup, en termes justement de j'élève les enfants, je Mm. m'occupe de mes enfants, y a, ça t'a aidé de connaître du monde, d'avoir des amis ou tu les confiais pas du tout? Enfin, ça se passait comment? Parce que tu dis tu sais pas, tu te sentais pas seule en tant que personne finalement, tu Mhm. vois, parce que tu avais Oui, des amitiés, tu voyais du monde, tu discutais. Mais ouais. Et est-ce que du coup ça jouait j'apprenais. un rôle bah, dans ta maternité en fait? C'est sûr, j'ai beaucoup appris, vraiment, j'ai beaucoup appris dans les échanges. J'aime bien apprendre des autres. Mhm, Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit, quand tu rencontres une personne, et j'y crois réellement, quand tu rencontres n'importe quelle personne que tu croises, il y a toujours, tu apprends d'elle quelque chose, elle apprend de toi quelque chose. mhm, Vraiment, ça, j'y crois et je l'ai vécu, je l'ai senti, je l'ai expérimenté. Donc oui, j'ai appris des choses. Voilà ce que j'ai vraiment bien appris. J'ai des choses qui faisaient partie des choses traditionnelles, des pratiques de transmission. Donc là, surtout quand on parle de maternité, on parle de transmission mère-fille. Mais toutes les femmes que tu rencontres ont une part qui leur a été transmise par leur mhm, mère. Et donc, cette transmission mère-fille, ce que nous sommes en train de faire là, donc on transmet un petit peu de savoir, on échange sur nos expériences, mais on échange aussi sur ce qu'on a appris de nos mamans, de nos grands-mamans, et donc ça circule. C'est pas limité dans un rapport individuel. Non, c'est nos mères, hein. Ta maman, la mienne, vos mamans. Donc cette transmission mère-fille, elle se limite pas, pour moi en tout cas, dans ma façon de voir mhm, les choses, elle ne se limite pas à une seule famille. Parce que quand on dit mhm, nos aînés, c'est toutes les tantes, c'est tous les oncles, enfin c'est les voisins. Et je pense que c'est parce que j'ai été un peu élevée comme ça. Il y a beaucoup de femmes dans ma famille, dans l'entourage de mhm. ma mère, qui m'ont impactée, qui m'ont vraiment. J'ai été influencée par la voisine, par la meilleure copine de ma mère, voilà. Donc j'ai été vraiment influencée par beaucoup de femmes Parce qu'elles étaient présentes. parce qu'elles étaient présentes et Mhm, parce que oui, c'est cette diversité. Je pense que la personnalité de chacune de nous elle ne provient pas uniquement de la famille. Elle est forcément contaminée par toutes les personnes intéressantes qu'on a rencontrées dans notre vie, et notamment des femmes. Tu sais, je te raconterai, mais moi, c'est tout le contraire, hein. Toi, tu n'as pas ressenti Mm, la solitude, moi, mais complètement. Mais je te pose la question parce que mm, souvent, très souvent, je pense même mm, que les femmes, dès qu'elles deviennent maman, elles s'enferment dans ce rôle de maman parce que c'est bon, j'ai pas le temps de sortir, voilà, mm, c'est pas qu'on veut plus sortir, mais sans se rendre compte, on se retrouve en mode, je sors plus, j'ai plus d'amis, je vois plus d'amis, en tout cas, je les appelle pas souvent, ou mm. peut-être que je les appelle, mais je sors pas. Comment ça se fait que toi, tu as réussi à garder du lien, avoir du monde? Je pense que peut-être c'est Mhm. le fait que je me suis beaucoup déplacée, j'ai déménagé alors que mes enfants étaient petits, j'ai donné naissance dans un autre pays, donc ça faisait à chaque fois, ça m'obligeait à ben, aller chercher du lien et aller chercher des solutions et à me renseigner. Et donc
même quand tu changes de quartier, enfin, t'es obligé à chaque fois de construire. J'étais Tu pas vois? assise sur enfin, dans mon confort et dans mon Mais c'est ça truc. en Mm, fait, Leïla, c'est que si je te... déjà comment je te connais, mm, hein, moi j'aurais pas vu, perçu ça de mm, toi, mais rien que je pense que, tu vois, quand on voit un peu nos mm. personnalités, comment je parle, quand tu parles, toi t'es calme, posé et tout, moi forcément je parle rapidement et c'est vrai que j'aime le lien, hein, je pense que tu l'as vu Mm, quand on sort avec des copines, je suis en mode, waouh, je veux discuter, mm. j'adore ça. Et toi, t'es plus toujours, même si tu discutes, tu es toujours en mode calme, posé. On s'imagine pas que tu es du genre à aimer avoir du lien, avoir du monde, Mm. avoir beaucoup de monde. Ah, Et- c'est vital, hein, Tu c'est vois? vital pour Et moi. Mm. ce que je voulais dire, c'est que toi, tu dis, si, mais c'est genre, c'est obligé. Je vais dans un nouveau quartier, je vais dans un nouveau pays, je vais chercher à créer du lien. Mais non, en fait, non, non. Mm. C'est que tu es comme ça, tu as compris ça, mais c'est pas le cas enfin, c'est pas le standard. Je pense que pour beaucoup, bah, moi, je vais dans un nouveau quartier, bon, je suis chez moi, et puis ça s'arrête là, tu vois. Et encore, je pense que il y a le sentiment de sécurité dont Hmm. on a parlé, mais il y a aussi l'idéalisation de ce que c'est. C'est quelque chose, pour moi, hein, c'est vital. Je veux dire, tu sors et tu dis bonjour à l'autre, tu le fais pour toi, hein, pas pour l'autre, forcément. C'est pas être gentil avec l'autre, de dire bonjour, Ah, bah, c'est être humain. C'est je te être parle pas du bonjour, hein, je parle du créer vraiment du lien. non, mais je veux Bonjour, dire, on dit bonjour. non, mais je veux dire, ça commence là, ça Ouais, commence ouais. là. C'est pas le bonjour parce que je suis polie, parce Mhm. que c'est tout, enfin, je pense que tout dépend quel sens on donne aux choses. On a parlé des valeurs, euh, sortir et chercher du lien et prendre le temps, s'arrêter de discuter avec la caissière, avec le monsieur à la caisse et demander voilà. Je pense que c'est aussi parce que j'ai grandi dans une culture où, voilà, Mm. tu dis bonjour à tout le monde, On peut enfin, aborder et on peut voilà, et aborder, on peut discuter. Mm. discuter. Quand on avait quand même cette ouverture Oui, de parler aux étrangers. C'était c'est vrai, pas, hein, je l'ai aussi, hein, tu ces vois, histoires de... il y a- après, je peux comprendre, euh, enfin, je peux comprendre les inquiétudes. Je ne dis pas qu'avant, il n'y avait pas de danger. Je Mm. dirais qu'avant, il n'y avait pas une médiatisation des dangers qui existent et qui ont Il y avait toujours, moins de méfiance. voilà, Mm. il y avait beaucoup moins de méfiance parce que c'était pas médiatisé et surtout parce que les gens faisaient attention enfin, là où j'habite. Moi, il y a des gamins que j'ai vus grandir. Donc, je les vois, je sais que c'est les gamins du quartier. Je fais attention à eux. Je veux Mhm. dire, je sors et quand je les vois jouer, quand vois deux gamins en train de se disputer, je prends le temps de regarder s'il n'y a pas de danger. Je ne fais pas comme si ça me concerne pas. Mais C'est, complètement. même si Mm. je leur parle pas, ils me connaissent pas, mais moi, je les connais. Mm. Et et tu vois, donc ça, je crois au lien. C'est pas. Quelquefois, on a peur d'être envahi parce que souvent j'ai une amie qui me disait, sa mère lui disait, euh, fais attention, mets de la distance avec tes voisins. Mais ne c'est pas la peine qu'il rentre, il sort chez toi parce que le jour où il y aura un problème, ben, tu les auras, tu peux pas t'en débarrasser. C'est tes voisins, Mm. donc il faut garder des relations très cordiales, très distantes, même pas cordiales, mais distantes avec les voisins. Bon, il faut savoir protéger son intimité, voilà, savoir où mettre les limites, mais ça ne veut pas dire que je deviens méfiante des gens qui m'entourent. C'est très important que l'environnement soit sécurisé, sécurisant. C'est un besoin vital, hein. On a parlé des besoins vitaux. Ben, sentiment de sécurité est très important. Et donc finalement, toi, une fois que enfin, tu as eu tes enfants, tu sortais seule voir des copines, des amis, ou tu les emmenais avec toi? Tu faisais comment finalement pour garder du lien, exister aussi en dehors du rôle de maman, voir du monde, tu vois? Bon, il y a ce système qu'on a en France de nounou qui peut venir. Et donc, on s'imagine que la nounou, euh, que, que la nounou, c'est comme si tu abandonnes tes enfants. Enfin, les mamans qui ont ce sentiment, ils limitent le lien dans la présence. D'accord? Mhm. Euh, enfin, il y a une pédiatre très connue
qui s'appelle Edwige Gentier, qui est aussi formatrice en aide à la parentalité. Elle dit souvent aux parents, même pour les parents qui ont les Mm, grands-parents à côté, ils, ils ont ces problématiques-là. Ils ont cette problématique de garde d'enfants. Donc, et elle disait, OK, vous pouvez prendre une nounou, par exemple, le dimanche matin. Enfin, c'est le stade d'aller prendre une nounou le dimanche matin pour que vous puissiez dormir. Je veux dire, la nounou, elle rentre, vous êtes chez vous. Mais ça, c'est un confort. Elle est là et la consigne, c'est qu'elle ne vous réveille pas. Et donc, elle rentre, vous faites la grasse matinée, elle s'occupe des enfants, même si vous êtes là. Je veux dire, faire ça une fois par mois ou une fois. Donc, se permettre, parce que souvent les parents, ils n'arrivent pas à s'autoriser des mhm, moments de répit. C'est pas abandonner. Par exemple, là, on ne parle même pas de laisser ou confier ses enfants. On parle de demander de l'aide, demander à une amie, demander à quelqu'un de venir, enfin, qui peut mhm. juste s'autoriser ce moment un dimanche matin de faire la grasse mat et si la personne est, est vraiment très ouverte, lui demander de ramener des croissants et voilà, et même sortir les enfants faire un tour. Voilà. Euh, il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y a les relais, le, on appelle ça, on a parlé la dernière fois de Les haltes la halte garderies. garderie. Moi, j'avais mis mes enfants à la halte garderie une demi-journée, deux demi-journées par semaine. Ça permet, enfin, il y a des solutions. Quand on veut des solutions, on les trouve. On peut trouver, on peut demander à une voisine, on peut créer, enfin, du lien de façon à ce que une maman, en Allemagne, ça se fait beaucoup ça. Les mamans s'entraident. Donc, Mhm, elle va déposer, parce que ce qui est extraordinaire, hein, je t'en ai parlé, le groupe des mamans font connaissance pendant la préparation à l'accouchement. Donc moi et maman avec qui qui étaient mes amies mhm, et que je fréquentais, on s'est toutes rencontrées dans la préparation à l'accouchement. Ça veut dire, on était à peu près au même stade de grossesse et on a accouché presque tout en même mois. Donc je pouvais, je sais pas, pour aller chez le coiffeur, laisser nos enfants, on faisait les mhm. ateliers ensemble, ils ont grandi ensemble. Donc le lien se crée vraiment avant, pendant la grossesse. Ça commence Mhm. vraiment là, pendant la grossesse. Ouais. Et elle le voit grandir, tu les vois grandir, Ah voilà. oui, et Tu même sens vraiment que tu les après, connais, les enfants, ils oui, te connaissent en fait depuis toujours. exactement. Ils ont entendu ta voix et tout. Oui, oui, Et c'est là où c'est. je voulais en venir. Hum, Dès que tu m'as dit nounou, j'étais en mode nounou. hum, Mes hum. enfants, ils accepteraient jamais de rester Ouais, avec une nounou. Déjà, ouais. tu m'as dit deux choses depuis. Hum, Un, c'est le fait de s'autoriser en tant que maman, tu vois. hum, Hein? hum. Enfin, c'est le mot, hein, Ouais. s'autoriser, de les faire garder. Deux, tu as direct donné une réponse de la nounou, elle peut même Hum. venir à la maison pendant ma Oui. présence. Alors là, j'y aurais jamais pensé. Genre, payer Hum. quelqu'un pour qu'elle vienne chez moi, Oui. garder les enfants pendant que je suis là. Oui, pendant une heure ou Alors que deux. si, ça a Oui, du sens parce que je peux oui, me mais c'est comme reposer, je ça peux que faire ça. des choses, je peux faire des choses là, Mm, j'ai des choses à faire, mais je peux pas les faire parce que il me mm, dérangerait tout le temps. Donc mhm, voilà. mhm, Et tu as rajouté cette astuce de mamans qui s'entraident, mais des mhm. mamans qui se connaissent depuis toujours aux yeux de l'enfant, je veux dire. Oui, oui, Genre oui. l'enfant. Quand il commence à grandir, la personne, il la connaît déjà, elle est déjà là dans l'environnement. Donc Mm, c'est quelqu'un qui connaît. Il va pas se dire c'est qui cette nounou, elle sort d'où cette mm, dame, tu vois. oui. Oui, mais je veux dire, elle sort d'où cette dame, il peut faire même avec ta propre sœur, avec Satan. Je veux dire, Oui. il y a des étapes comme ça dans le Mm. développement de l'enfant où voilà, il réalise que finalement, enfin, il est aussi une personne parmi les autres et ça peut le troubler un moment, l'angoisser, mais ça fait partie de son développement. Mm, mm, mm. Donc je reviens quand même, je t'avais dit que j'avais moi vécu les Mm, choses autrement. Moi, je l'ai senti cette solitude. Je pense qu'il y a deux ponts. La solitude parce il y a pas de répit, il n'y a pas vraiment de famille proche qui est là. Et que mhm, moi, justement, je me suis pas fait un cercle d'amis proches où je pouvais faire mm, garder mes enfants, nanani, nanana, des choses comme ça. mhm, Et il y a l'autre pont de... euh, je pense que c'est comme si j'avais tout refermé sans me rendre compte, je te l'avais dit, sans se mhm, rendre compte, je me retrouve toute seule, alors que je suis
normalement très sociable, j'adore voir du mm, monde, discuter et tout. Et sans m'en rendre compte, je me suis retrouvée, hop, enfermée dans un truc où, oh, il n'y a personne autour de moi. Et je l'ai encore plus ressenti une fois que j'ai arrêté le salariat. Parce que quand tu sors bosser, que tu as des collègues, que tu vois du monde, quoi. Donc tu te mm, rends pas complètement compte qu'il y a pas beaucoup de liens autres. Parce que même si tu vois pas tes amis, tes anciens amis, bon, ça va parce que tu vois quand même du monde, tu es mm, dans un environnement plutôt social, c'est comme ça qu'on dit, c'est je sais ça. plus. Mm, mm, Voilà. Et quand j'ai arrêté le salariat, où c'était un petit peu un, comme un rêve, hein, de pouvoir bosser de la maison, de pas avoir des trajets à faire, de mm, construire son propre projet, je me suis dit, mais en fait, je vois personne, je suis toute seule, mm, quoi. Je sors pas, mm, en fait. Tu vois, enfin. Et c'est là, bon, avec le temps, je me suis dit, bon, ben, déjà, va falloir rectifier ça parce que c'est pas possible. mm, Donc, il y a cette solitude déjà en tant que personne, en tant que Linda, de, oh, ben, en fait, je suis seule. Je me sens seule. Et je suis un peu seule. J'ai ma petite famille, mais finalement, je vois pas de monde, je vois pas de copines. Alors que, je pense que tu m'as vu quand je sors, mais je me défoule justement parce qu'il y a un vrai manque et que ça me fait tellement plaisir de voir des copines. mm, Euh, et il y a l'autre côté dont je t'ai parlé, c'est le pas de répit. Tu es épuisé, tu sors du boulot. Quand je bossais à l'extérieur, c'est, voilà, tu sors du boulot, c'est direct, je récupère les enfants. Et donc, en fait, je suis épuisée. Il y a le mari qui est quand même très présent, qui s'occupe des enfants et tout, mm, et ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a vraiment ce truc de, déjà, en termes de couple, bah, mm, s'il y a personne qui est là pour les enfants, pour faire garder les enfants, bah, du coup, on sort plus tout mm, seul. On sort que en famille. Il y a cette possibilité, comme tu dis, de nounou. Je le sais qu'elle existe, mais en fait, non, je ne veux pas confier mes enfants à une personne que je mm, ne connais pas du tout. Et puis, dès qu'ils commencent à un peu grandir, bah, tout de suite, eux savent que c'est quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc, tout de suite, bon, bah, il y a non, déjà moi qui n'a pas très envie, mais il y a en plus eux mm, qui sont en mode, alors là, hors de question. Donc, c'est extrêmement difficile, cette séparation de je les mm, dépose ou elle vient pour les garder et puis je sors avec mon mari. Donc déjà, c'était hors de question. C'est arrivé une fois, mais par contre là, c'était mon frère. Mon mm, frère, enfin, j'avais enfin quelqu'un de ma famille qui habitait pas loin. Il est venu pour ses études. Donc un soir, je dis, ce serait bien que, enfin un jour, je lui dis, ce serait mm, bien que tu viennes les garder. On sort pas loin dans la ville. Il y a un mm, concert sympathique. J'aimerais bien y aller. Comme ça, moi, en plus, je suis pas loin. Hein. Si c'est trop compliqué, on n'est pas loin. mm, Ma fille, bon, ça va, mon fils, il a un peu rien dit, hein, parce qu'il connaît son tonton. Ma fille aussi, mais boum, ma fille. Oh là là, elle devait avoir peut-être 4 ans. Elle était pas toute petite, mais voilà, je veux dire, elle connaissait son tonton. Elle a pleuré, c'était catastrophique en mode. Voilà, et puis je crois 5 10 minutes après, j'appelle, je dis, c'est pas grave, allume-leur la télé. Au moins, mm, ça va t'aider parce que si la fille, elle fait que pleurer, là, hein, ça va être dur mm, pour mon frère et moi, je vais pas être tranquille, je vais être dans la culpabilité, je vais profiter de ma mm, soirée. Mais, mais sinon, ça n'arrive pas, tu vois, on s'autorise pas ce truc de faire garder les enfants. Donc, il y a ça, déjà, finalement, tu vois, je parle encore d'un autre point mm, du mm, couple, mm, mais même finalement, en termes de nous, de fatigue, c'est tout le temps les enfants. Tu bosses et tu bosses pas, tu t'occupes des enfants. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à un moment donné, t'as plus de répit, hein. Depuis quelque temps, ce que je fais, bah, soit je me dis, là, j'en peux plus, parce que quand le mari est présent, je vais dans ma chambre, j'ai besoin de souffler, là, mm, hein, d'être toute seule, ou alors de sortir un peu marcher, mais genre, je suis toute seule. mm, Mais tout ça, mm, c'est des choses qu'il faut s'autoriser. Mais mhm, encore, tu vois, moi, j'ai mis des années à me dire, ok, là, je peux, tu vois. mhm. Oui, Je t'ai dit plein de choses, hein. Je sais pas si tu vas non, pouvoir... non, mais tout à fait, hein, ce que tu Hmm. dis, beaucoup de mamans le vivent, hein, le vivent au Hmm. quotidien et le vivent mal quelquefois. Donc c'est une réalité dont tu parles. Euh, c'est- Ça m'a fait penser aux sorties entre mamans. Ça, ça nous fait sortir justement de cet isolement et surtout, on en a déjà parlé, de l'instantané. Parce que quand c'est tellement intense ce qu'on vit, qu'on a l'impression que ça va durer toute la vie. Mais en fait, il suffit d'être avec une maman dont l'enfant est un peu plus grand que le tien, que tu te dis, ah finalement, tu arrives à te projeter, à te dire, ah finalement, oui, c'est provisoire.
te dis, c'est pas la fin du monde, c'est provisoire, ça va pas être tout le temps comme ça. Ah, finalement, oui, il va pouvoir marcher, ah, finalement, il va pouvoir devenir de plus en plus autonome. Et tu peux même lui demander, mais comment ça s'est passé ceci pour toi? Et ça rassure, en fait, parce Mhm. qu'on est enfermé, isolé dans son quotidien. De ce dont on parle là, c'est le quotidien, c'est les choses qui se Oui. répètent et tous les jours. Mais ça, quand on voit les autres enfants qu'on a peut-être vus aussi grandir, on se dit, OK, c'est provisoire, ça va passer. Et justement, c'est vrai, hein. Et je le disais à mon mari, je disais, je suis sûre que tous les parents d'enfants en bas âge, j'insistais sur Mhm. le en bas âge, vivent la même chose que nous. Je suis sûre que Mhm. c'est temporaire. Donc, aussi, c'est temporaire. Je suis Ouais, sûre que pour tous les autres parents, ça doit être comme ça. Enfin, j'avais quand même cette conscience de c'est temporaire, tu vois. ouais. Courage, Mais, c'est temporaire. Vas-y. quand tu m'as parlé de ta fille qui pleurait, ça m'a fait penser à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Les enfants adorent donner raison à leurs parents. Donc, si tu es inquiète, forcément, elle va pleurer. Sinon, tu vas avoir tort, Linda. Donc, oui, vas-y. Tu vois, ils ont Et ce don-là. là, elle a quasiment 6 ans. Mm, Je suis sortie là, il y a récemment, je sais plus si c'était la semaine passée, enfin, en tout cas mm, récemment. Et c'était pas prévu que je reste pour dîner, mais c'était tellement sympa parce qu'on s'est dit, mm, allez, elles sont restées pour dîner. Et moi, j'étais tentée. Je suis en mode, ah, j'ai trop envie de rester pour papoter. En même temps, bah, faut que je rentre. Voilà, les enfants. Ma fille, elle aime pas s'endormir tant que je suis pas rentrée. Et puis, il y a une des mamans qui a ses enfants qui sont bien plus grands que moi. Elle me dit, Linda, c'est bon, je suis passée par là. Ne te sacrifie pas comme ça. mm, Tu vas voir, ils vont grandir. Ils vont être en mode, je m'en fiche de toi, maman. Linda, ta fille va s'en sortir sans toi. Là, il va rien lui arriver, elle va bien, ta fille. mm, Et j'étais en mode, ok, je reste. Linda, mm, reste. Parce que, comme tu dis, elle fait en sorte de me confirmer que j'avais raison de pas être tranquille et tout. Parce que bien sûr que ma fille a chouiné à la journée. Bien sûr que quand je suis rentrée, elle m'a dit, mais maman, j'ai besoin de toi. Mais maman, tu as trop tardé. Nanani, nanana. Je sais même plus si elle a pleuré, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle a chouiné. mm. Et que voilà, pendant un certain moment de la journée, elle voulait que je rentre, hein. Mais voilà, je me détache tout petit à petit. C'est Je ça. m'autorise. Hmm. Il y a cette phrase qui se répète souvent dans les ateliers de parentalité, c'est dans la relation parent-enfant ou dans la relation adulte-enfant, c'est l'adulte qui est responsable de la relation. C'est-à-dire là, on parle d'attachement, de détachement. Ben, quand l'adulte décide, soit il décide par lui-même, soit la maman a besoin de retourner travailler, donc elle prépare les choses. Les choses s'introduisent progressivement. Il faut faire confiance à l'enfant. Ça peut être dur pour lui un moment, mais c'est son travail. Donc, ça lui permet, il apprend à faire des efforts, il apprend à s'adapter. Donc, en Hmm. fait, c'est pas lui rendre service de lui mâcher tout le temps la soupe. Tu vois ce que je C'est veux dire? ça. Et puis, de toute façon, je savais qu'ils étaient bien. Ils étaient Mm. chez eux avec leur Voilà. papa. Ça, il Mm. n'y avait pas de problème. Mais c'est toujours cette petite histoire de culpabilité de ma Ouais, fille, elle m'atteint, nanani. Donc, c'est l'adulte qui prend la Ah. responsabilité et qui fait ce pas de détachement à partir du moment où les besoins fondamentaux Hmm. sont là, ils sont en sécurité, le papa est là, ils sont chez eux, et la maman, comme tout être humain, a aussi le besoin d'estime d'elle-même, le besoin d'accomplissement. Toute personne dans la vie a besoin de réaliser des choses pour elle. C'est ça ce Mhm. qui lui donne de la force, c'est ça qui la passionne, c'est ça qui lui donne de l'énergie. Je veux dire, une maman sans énergie ou un papa sans énergie, sans aspiration, ben, finalement, il se fait du mal et forcément ça va se répandre dans son environnement. Donc, oui, c'est aussi Oui, respecter les besoins des parents, de des parents. soi-même. Et puis je le vois, hein, souvent, voilà, on s'oublie beaucoup dans ce rôle de maman. Je sais qu'elles sont nombreuses, hein, celles qui nous écoutent. J'ai presque les larmes aux yeux. Mm, On s'oublie parce qu'à un moment donné, j'en suis arrivée même des fois à me dire, mais c'était qui Linda avant les enfants? Je vivais mm, comment en fait? oui. Tu oublies tout ce que tu faisais, comment tu faisais, tout ce que tu te permettais. D'ailleurs, un jour, je me rappelle, j'allais pas bien pendant un moment. Et puis, je me posais toujours la question du pourquoi, parce que ma vie n'est pas horrible, tu vois, ça va. Mhm, Et puis, un jour, je mets le doigt sur quelque chose là. Et je dis à mon mari, je crois que j'ai trouvé en fait ce qui me manque. De l'insouciance. mhm, Voilà. C'est ça que j'avais quand j'étais plus jeune et que je n'ai plus, juste de l'insouciance. Parce que en devenant parent, il y a ça aussi, hein, et toutes tes responsabilités, plein de choses à faire, leur sécurité, fais leur ci, fais leur ça.
c'est normal, ça fait du rôle de maman, on l'assume, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que on perd cette insouciance qui, finalement, ce serait bien qu'on l'ait un petit peu. Hein. On peut, je pense, être un petit peu insouciante sur certains points. On n'est pas obligé d'être accro tout le temps sur tout et Et, être, euh, genre, je tiens tout à bout de bras tout le temps, quoi. mm, Mm. tu me fais rire. Tu me fais rire parce que, je vais te dire, je rigole parce que j'ai envie de te taquiner. Tu vois, Allez. j'ai envie de te taquiner parce que enfin, ce dont tu me parles, c'est ben oui, on réalise aussi qu'on grandit avec nos enfants et qu'on vieillit aussi. Et Mm, voilà, c'est toute cette angoisse de, oui, finalement, est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais faire dans ma vie? Bon, ça, c'est des questionnements existentiels qui mm, concernent tout le monde. Pour revenir à la parentalité, donc tu as parlé d'insouciance. Ce que tu essaies de faire, c'est de prolonger la période d'insouciance pour ta fille, être toujours là, mm, lui, voilà, de pas parce que c'est ça ce qui te manque, c'est ça ce que tu recherches, mhm, c'est ça mhm, ce que tu mhm. as laissé en Algérie, tu as laissé ta maman, quand tu rentres en Voilà. Algérie, qu'est-ce qui se passe? Tu C'est ne elle fais qui plus la gérait. cuisine, voilà, Voilà. donc, avec ta fille, tu veux prolonger le maximum et est-ce que tu lui rends service? Parce que quand elle va grandir, elle dit, mais où est l'insouciance? C'est ça, c'est pour ça que je te dis, enfin, tu me fais rire parce que tu me Ouais. donnes envie de te titiller là-dessus. Ben, donc, pour toi, cette insouciance, on parle de nostalgie, là. Mhm, On est tous concernés par mhm, cette nostalgie. Et ben oui, on coupe le cordon. Et la meilleure période où on était insouciante, c'est quand on est quand on est chez ses parents et qu'on connaît pas encore, quand on est dépendant, que les autres, ils pensent à notre place, ils font, parce qu'on est tout petit, à un moment, on se mhm. dit, non, finalement, j'ai grandi, moi aussi, j'ai envie de participer, d'assumer mon rôle d'adulte. Mais il y a un prix à payer. Et c'est ce prix-là. Donc, on peut pas garder l'argent du beurre et le beurre. Oui, Donc, il n'y oui, a je rien te à... vois bien. Mais c'est vrai que je me dis des fois, bon, c'est normal, c'est le rôle d'adulte, le rôle de parent et Mhm. d'adulte, hein, parce que Ben, on on peut ne pas grandit. être, on peut Exact. ne pas être parent et Voilà, on sentir grandit. qu'on a besoin d'un peu plus de légèreté, Mhm. d'insouciance. Mais je pense que après, de mettre le doigt sur ça, ça fait que je me dis, est-ce qu'on est obligé de se mettre la pression sur autant et sur autant de choses? Peut-être que Mhm. ce serait bien de lâcher un petit peu prise, tu vois. Oui, parce on a idéalisé ce rôle Mm. d'adulte, hein. L'adulte, quand on est petit, pour nous, l'adulte, c'est un super pouvoir. Même pour nos parents, comment on voyait nos parents et comment on les considérait. Pour nous, c'était des idoles, et pour le Ils coup, sont ça, jamais fatigués, voilà, elle cuisine tout le temps, c'est jamais, ça. elle se permettrait de pas cuisiner, la maison est toujours rangée, toujours Ouais. propre, tu vois, Donc, genre le... Ouais. on idéalise. Donc, forcément, le modèle, on n'a pas envie de décevoir. On a envie juste d'être à De la fa- hauteur, de Et de faire faire encore mieux. mieux, Et et de donc, faire voilà. mieux surtout, ouais, Ouais, encore non, on n'est mieux. pas dans une compétition. Dans la Mm. parentalité, il n'y a pas de compétition. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a et le savoir qu'on a. Et puis, on essaie de trouver un équilibre. C'est tout. Et c'est un équilibre instable. C'est ça ce qu'il faut garder en tête. C'est que c'est pas un long fleuve tranquille. Non, il y a des perturbations et on rééquilibre à chaque fois. Et c'est ça la vie. Mm, mm, mm. Bref, donc, faire des sorties avec les enfants, bah, je me dis, oui, des fois, ce serait bien qu'avec des copines, on sorte avec nos enfants, tu vois, ça fait comme des sorties où je papote, mais il y a des enfants. Bon, j'ai testé qu'une seule fois, on s'est dit, laisse tomber, quoi. C'est pas une sortie pour discuter, là, parce que... Bon, après, ça dépend de l'âge des enfants, mais c'était en mode, tout le temps en train de les surveiller, fais voici, arrête-ci, et du coup... Mais je pense que oui, arriver à s'accorder un petit moment, là, que je sors avec ce groupe, spécialement ce groupe de copines, une fois par mois, franchement, c'est une bouffée d'air, ça fait plaisir à tout Bien le monde. sûr. Certaines Ouais. en sont mamans, certaines ne le sont pas. Mais ça fait du bien de sortir en tant que Oui, adulte, en tant que personne, tu vois. Et pas qu'avec des mamans, parce que tu Voilà. as dit qui est Linda d'avant. Parce que avec les mamans, uniquement, ben, ça ne fait que des discussions autour des enfants. C'est ça. C'est pas de Ouais. sortir pour parler d'eux. Moi, j'ai Ouais. remarqué, hein, les premières fois, j'arrivais pas à ne pas parler d'eux. Là, j'essaie de... Non.
Ben, Ouais, on n'est pas obligé de parler d'eux, on peut parler d'autres choses. C'est ça. ouais. Donc même si vous sortez, qu'il y a Mm, des mamans, ben, on parle aussi d'autres choses. On va pas parler c'est ça. que de ce rôle de maman, de nos enfants. C'est bien, on en parle, hein, mais Mm. que ça fasse pas quasi, Oui, voilà, enfin, tout le long de et la sortie où on parle de ça, quoi. J'arrive pas à m'exprimer correctement, là, vas-y. mm, J'arrive pas à euh, dire la phrase comme je voudrais, vas-y. ça m'a fait vraiment penser à une réflexion que j'ai eue récemment Mm. sur les rapports entre femmes. Tu vois, il y a ce mot fraternité qui concerne les hommes, ça a Mm. son histoire. Et bon, il y a le nouveau mot qui définit cette relation entre les femmes, c'est la sororité. Et je pense vraiment dans sa constitution, dans sa biologie, dans son caractère, les femmes, la femme a besoin de se retrouver avec d'autres femmes. C'est ça ce qui lui, c'est ça ce qui recharge la batterie. Et je Ça pense nourrit, que oui, voilà, pardon. les femmes ont besoin d'être ensemble, ont besoin de se retrouver, ont besoin d'échanger, parce que ça a toujours été comme ça. Dans l'histoire de l'humanité, on a toujours eu des femmes ensemble qui font les choses ensemble, qui élèvent les enfants ensemble, qui travaillent ensemble, et ce soutien entre femmes, ce soutien euh, au féminin, comme j'aime bien l'appeler, c'est presque vital. Euh, Après, bon, les choses ont changé, la vie a changé. Bon, c'est bien ce qui se passe. On peut pas non plus. On ne peut pas non plus tout critiquer. Bon, l'évolution de la société des sociétés, c'est ce qu'elle est. On suit, on s'adapte, mais il faut pas oublier cette force en fait. Il faut pas oublier parce que c'est ça. Encore une fois, ça fait du bien à la Mm. femme, ça la rend heureuse, ça l'apaise, ça lui permet d'être bien avec sa famille, dans les liens. Donc ne sous-estimez pas l'impact et cette force féminine et de lien entre femmes, voilà, la sororité. Et surtout, j'ai envie d'ajouter aussi que c'est pas parce qu'on est adulte, grande, vingtaine, trentaine, quarantaine et plus, qu'on peut pas se faire des nouvelles copines, des nouvelles amies. Mhm, Euh, on peut trouver des gens bien. Des gens bien, ça existe. Des gens avec qui on peut connecter, des gens avec lesquels on a les mêmes valeurs, les mêmes visions des choses, ou pas, mais qu'on a vraiment des points suffisamment rapprochés pour qu'on s'entende. Ben, il y en a en fait. Il faut arrêter de se dire maintenant ça a changé, les gens ils sont égoïstes, les gens sont comme ci, comme ça. Mais non, en fait, il y a encore des gens bien. Moi, toutes ces filles là avec lesquelles je sors, il y a à peine, je sais pas, peut-être 2 ans, je les connaissais pas du tout. Donc, il faut aussi être ouvert à ça parce que moi, j'étais pas. Hein. Faut le dire aussi. J'étais en mode, ouais, c'est bon, les amis, on se les fait quand on est petite ou toute jeune, après c'est fini. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Parce que même, j'ai envie de dire que les copines d'avant, bah, elles n'ont pas continué à évoluer avec nous. Elles n'ont pas vécu tout ce changement parce que nous aussi, on évolue, on progresse, on continue à grandir. Donc, on ne matche pas forcément exactement de la même manière qu'avant avec d'anciennes copines. Donc, bah, ça, c'est une nouvelle version de Linda, hein, mhm. qui n'est pas complètement différente de celle d'avant, mais ça reste une nouvelle version. Bah, elle peut matcher avec des nouvelles personnes et ça peut très bien se passer, quoi. Oui, c'est clair, c'est Mm. sûr. D'autre part, on a parlé de ce rapport de verticalité et le rapport d'horizontalité dans les relations. Et c'est vrai que nous, toi et moi, et la plupart de nos auditrices, on vient de pays où les rapports se faisaient dans la verticalité. Avant, c'était les organisations tribales. C'est-à-dire, en tout cas, c'est le cas au Maroc. D'abord, c'est la famille, la petite famille, la grande famille, la tribu, la région. Donc c'est très Mhm. régionaliste, donc c'est beaucoup dans la verticalité, alors que l'organisation actuelle, maintenant c'est en train de changer, elle est plus, on peut créer des liens, tisser des liens solides qui résistent, importants, qui sont dans l'horizontalité des gens qu'on connaît parce qu'on est dans le même environnement, parce que voilà, donc ce sont deux types de liens, deux types relationnels qui sont différents. Mais c'est vrai qu'on n'était pas très habitué à être dans l'horizontalité, ce qui est aujourd'hui la norme. Et donc quelquefois c'est juste un manque de repères ou de codes. Mais après, voilà, c'est les liens. C'est ça ce qui compte. C'est des liens humains. C'est ça. Bon ben, j'espère que toutes les mamans qui nous écoutent, celles qui se sentent seules, se sentiront moins seules maintenant.
Comme d'habitude, venez vous me raconter vos petites histoires, ce que vous ressentez, quand est-ce que ça a fait écho avec vous, là, par rapport à tout ce qu'on a raconté, voilà, qu'est-ce que ça vous a rappelé. Bref, on vous écoute, écrivez-nous, faites des vocaux sur Instagram. Vous pouvez aussi commenter et donner une note à ce podcast. Et en attendant, je vous dis au revoir, Leïla. Au revoir Linda et bien sûr les mères croisées continuez à nous écrire parce que ce que nous sommes en train de vivre c'est une histoire de résonance. Ce que vous nous racontez résonne chez nous, ce qu'on vous raconte résonne chez vous, donc c'est extraordinaire. Et puis à bientôt les mères croisées. À bientôt, bye bye.